Avec ce film, Pierre Bérégovoy, La tragédie du pouvoir, son réalisateur Patrick Barbéry cherchait avant tout, vous venez de le voir, à comprendre ce qui a poussé cet homme politique de premier ordre à se donner la mort en tentant de démêler l'imbrication complexe de ses amitiés, de ses combats politiques, du pouvoir, de la justice et des médias. Nous allons y revenir maintenant avec nos invités, présents maintenant sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, Jean Glavany, bienvenue à vous. Nous vous avons entendu, vu dans ce documentaire, vous êtes aujourd'hui président de l'Institut François Mitterrand. François Mitterrand, dont vous avez été le chef de cabinet à l'Élysée tout au long de son premier septennat. Vous avez été ministre de l'Agriculture et de la Pêche sous le gouvernement de Lionel Jospin, mais aussi secrétaire d'État à l'enseignement technique sous le gouvernement Bérégovoy, justement. Et vous avez par ailleurs été élu à 5 reprises député d'un département qui vous est cher. Il s'agit bien sûr des Hautes-Pyrénées. Michel Cotta également est avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et auteur, témoin de premier plan de l'histoire de la Ve République. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Les derniers grands » à découvrir chez Plomb, un ouvrage qui couvre la période passée par François Mitterrand puis Jacques Chirac à l'Élysée. Un chapitre de cet ouvrage est consacré d'ailleurs à Pierre Bérégovoy. On y reviendra avec vous, bien entendu, dans un instant. Michel Noblecourt est enfin avec nous. Bienvenue à vous, Michel Noblecourt. Si. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé l'essentiel de votre carrière au sein du quotidien Le Monde en tant que spécialiste du monde syndical et de la gauche politique. Alors après ce documentaire, on a peut-être avant tout envie d'en savoir un peu plus sur la personnalité de Pierre Bérégovoy. Vous l'avez côtoyé à de nombreuses reprises, dans des univers un peu différents, mais toujours au sein du Parti socialiste. Quel est le trait de caractère par lequel vous définiriez le mieux Pierre Bérégovoy après avoir vu ce film? J'hésiterais entre deux traits. Le premier, parce que j'entendais dans le documentaire la comparaison qui est faite entre lui, issu du peuple, et puis ceux qui ont été narques des hommes politiques, et on dit il n'est pas un produit de la méritocratie républicaine. Si, au contraire, c'était un pur produit de la méritocratie républicaine, c'est-à-dire un homme qui était fort de ses 2 CAP, il avait 2 CAP, c'est tout, et il est arrivé par l'engagement politique et syndical, par le militantisme politique, par l'exercice de responsabilité politique, à devenir un des plus hauts, si ce n'est le plus haut fonctionnaire de la République, secrétaire général de l'Élysée, puis ministre et Premier ministre. Et je pense que c'est une caractéristique qui le marque particulièrement, ce pur produit de la méritocratie républicaine. Puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai travaillé avec lui à de nombreuses reprises depuis mes débuts auprès de François Mitterrand. Au Parti socialiste, j'étais le délégué général auprès du premier secrétaire de Parti socialiste, et Pierre était secrétaire national, chargé des relations extérieures du Parti socialiste. J'ai commencé à travailler avec lui là. Nous sommes retrouvés à l'Élysée, dans la première équipe de l'Élysée, secrétaire général de l'Élysée de François Mitterrand, et moi chef de cabinet. Et puis je l'ai retrouvé plus tard, parce que dans son gouvernement, vous l'avez dit il y a un instant, secrétaire d'État auprès de lui pour travailler sur l'enseignement technique, et comme il avait ses CAP, il y était très attentif. Et puis je l'ai retrouvé plus tard, parce qu'il m'a confié une mission un peu poussé par François Mitterrand, m'occuper dans la Nièvre pour lui du circuit automobile de Manicourt. Et enfin, nous avons été parlementaires ensemble, malheureusement très peu de temps, parce que dans la débâcle de 93, j'ai été élu. Et nous avions nos 2 bureaux en face l'un de l'autre, dans un couloir de l'Assemblée, enfin du boulevard Saint-Germain, et où je l'ai fréquenté dans les dernières semaines et même les derniers jours de sa vie. Donc je l'ai fréquenté tout le temps. Et je voudrais dire que c'est un homme avec qui il était formidablement agréable de travailler. C'était un homme précis, précis, méticuleux, d'élégant, faisant confiance, sérieux. C'était vraiment un plaisir de travailler. Il y avait une joie de vivre chez Pierre Bérégovoy. Joie de vivre n'est pas le mot, mais il aimait bien rigoler, oui, ouais. Il aimait bien rigoler, mais c'était pas... Non, c'était un homme, appliqué. Ouais. Appliqué. Ouais. Vous faites référence, et le documentaire l'a fait aussi, à ses origines sociales, modestes, ce parcours atypique, disons-le, parmi les politiques. Je me suis demandé s'il y avait un parallélisme à faire entre Pierre Mauroy, qui a incarné un socialisme populaire, et Pierre Bérégovoy, justement à cause de ses origines, de ce parcours qu'a eu Pierre Bérégovoy avant d'arriver au sommet de l'État, ou presque. C'est vrai que Mitterrand a choisi par 2 fois des gens qui n'étaient pas... Il a choisi des énarques, bien sûr, mais il a choisi par 2 fois, et pour commencer et pour terminer,
en quelque sorte, deux personnes qui venaient des milieux populaires. Mais il faut dire que, remarquez quand même qu'au Parti socialiste, les gens qui venaient des couches populaires et qui n'étaient pas venus des rangs de la bourgeoisie étaient très rares. Et finalement, il y a effectivement Pierre Mauroy, c'est en ça qu'ils se ressemblent, et Pierre Bérégovoy. Et manifestement, c'est à eux que François Mitterrand a fait confiance. Est-ce qu'il a joué justement de cette trouver fibre un nouveau populaire, langage, Pierre Bérégovoy, ou est-ce qu'au contraire, il a cherché à se fondre finalement dans l'appareil socialiste Non, mais je trouve qu'il y avait un grand paradoxe dans Pierre Bérégovoy. Il y a un grand paradoxe, Ouais. c'est qu'effectivement, quelque part, c'est difficile d'en parler quand quelqu'un est mort, et surtout quand quelqu'un est mort dans ces conditions. Bien entendu. Enfin, il y avait quelque part un heurt entre ce qu'il était et d'où il venait, et le chemin parcouru petit à petit, au moment où il trouvait que d'autres étaient plus chanceux que lui, et il l'a trouvé longtemps, puisque finalement, il était Premier ministre dans sa tête avant de l'être en réalité. Et c'est vrai, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'un homme qui ne revient pas de s'être vu monter aussi haut. Et c'est l'espèce à la fois de richesse et de profonde, peut-être mal de vivre, qu'il a dû ressentir précisément à la fin de sa vie et sous les accusations terribles qui étaient portées contre lui. Je vais venir vers vous tout de suite. Il y avait une sorte de revanche sociale qui animait Pierre Bérégovoy tout au long de cette partie de la vie où vous avez eu l'occasion de vous côtoyer. Je ne sais pas si on peut dire le terme. Je ne sais pas si on peut dire le terme revanche sociale. En revanche, pardon de répéter le mot, mais ce qui est vrai, c'est qu'il il s'est jamais départi de ses origines simples et modestes, et il avait tout ça, comment dire, en lui, quoi, profondément. Et quand il est arrivé secrétaire général de l'Élysée, comme fonction essentielle, le plus haut poste de fonctionnaire de la République, secrétaire général du gouvernement, peut-être même il était déçu de voir, je crois même, peut-être qu'il a été déçu de ne pas être, comme beaucoup des secrétaires nationaux avec qui il était au Parti socialiste, promu ministre. Et en même temps, il s'est vite rendu compte que ce poste était stratégique et qu'il était, à certains égards, qu'il avait plus de pouvoir que beaucoup de ministres. Et à ce moment-là, une sorte d'ambition l'a pris sans doute. Ouais. Après le secrétariat général de l'Élysée, il hérite d'un ministère très important, le ministère des Affaires sociales, entre 82 et 84. Et puis alors, ce qui est très frappant, c'est qu'entre 84 et 86, puis entre 88 et 92, il hérite d'un ministère on ne peut plus stratégique, ce qui est celui de l'économie et des finances. Vous pouvez me le décrire, ce Pierre Bérégovoy de cette époque, à travers ces deux ministères, et notamment celui de l'économie et des finances, parce que il avait un surnom, hein, c'était l'homme du Francfort, voilà, quelqu'un qui pouvait aussi sacrifier une partie de la politique sociale au profit de l'économie de marché. C'est un petit peu l'image qu'il a rendue à ce poste. Il a été aussi très proche du patronat, très proche de l'entreprise. Et un des surnoms qu'on lui avait donné, c'était un surnom qui était un peu avec le nom du président à l'époque c'était le CNPF, Palmédec, qui s'appelait François Périgot, et on l'appelait Périgovoy. Donc parce qu'effectivement, il était très proche. En même temps, il avait conservé son identité. Et il avait un souci très important. Je pense que ça a guidé sa carrière politique, même si effectivement, comme l'a dit Marc Blondel dans le film, quelque part, il cherchait le pouvoir. Mais c'était pour faire avancer la justice sociale. Et il a quand même fait des choses importantes quand il était déjà ministre des Affaires sociales. Pas oublier que c'est quand il était ministre des Affaires sociales que la retraite à 60 ans est rentrée en vigueur, le 1er avril 1980. La mise en œuvre de la retraite à 60 ans, on la doit à 60 ans, voilà, c'est Pierre Bérégovoy. Ordonnance, mais c'est Pierre Bérégovoy. Il avait fait un arbitrage avant comme secrétaire général de la présidence de la République sur les 39 heures. Il avait obtenu, il voulait que ça soit compensé entièrement, etc. Donc il s'était plaidé dans ce sens. Et puis il a fait autre chose qui était très important, c'est qu'il est intervenu, c'était la dernière grande intervention avant les interventions plus récentes sur le sujet, sur l'assurance chômage, où les partenaires sociaux n'arrivaient pas à s'entendre. Et donc en octobre 1982, il a imposé ses solutions, un peu dures, un peu raides quand même. Il a imposé 10 millions de francs, à l'époque c'était les francs d'économie, et ça a provoqué effectivement la sortie du chômage de 240 000 personnes. Et ce qu'on a appelé après, c'était l'opposition qui s'en est apparue, les nouveaux pauvres. Voilà. Mais c'était un homme qui était profondément motivé par la justice sociale.
Et j'ajouterai autre chose sur ses origines syndicales. Il a été à Force ouvrière. Il s'était singularisé par le fait qu'il voulait rapprocher les syndicats. Il avait préconisé, c'était sa formule, un épiné du syndicalisme. On l'a un peu oublié. Mais c'est-à-dire qu'il voulait une sorte de réunification entre la CFDT, Force ouvrière, la FEN à l'époque, qui a disparu ensuite, et donc pour créer une espèce d'organisation qui aurait rapproché la France d'un modèle social-démocrate, avec un syndicat proche du Parti socialiste. Un rêve de Pierre Bérégovoy qui n'a jamais abouti. Est-ce qu'il a fait partie de ceux qui ont converti les socialistes à l'économie de marché? Allez, on va dire après le tournant de la rigueur de 83. Oui, je pense qu'il a œuvré largement dans ce sens. Il a participé, mais François Mitterrand aussi, il l'avait fait d'une certaine manière, il a participé à la réhabilitation de l'entreprise. C'était très important pour les socialistes qui, pour beaucoup, ignoraient un peu tout de l'entreprise. Ce n'était pas leur monde et ils voyaient l'entreprise comme un lieu d'exploitation, un lieu d'oppression. Et Pierre Bérégovoy, effectivement, a œuvré fortement pour une réhabilitation de l'entreprise. Et il a effectivement toujours eu le souci de travailler pour une économie plus compétitive, mais en même temps qui favorise la justice sociale. En 83, il y a eu un rapport de force entre ceux qui voulaient quitter le SME, le système monétaire européen, et les autres. Pierre Bérégovoy faisait partie, je crois, de ces visiteurs du soir. C'est le nom qu'on donnait à ceux qui allaient voir François Mitterrand pour essayer de le convaincre de quitter justement le SME. Et paradoxalement, après, il aura été celui qui aura en grande partie, sans doute, converti une grande partie des troupes socialistes à l'économie de marché. Alors sur la période particulière de 83 et de ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, qui à mon sens, ce n'est pas vraiment ça, mais j'aime pas ce mot. Je pense que c'est plutôt dans l'esprit de François Mitterrand, c'était nous avons fait des grands progrès sociaux en 80. Non, maintenant je les consolide. Je consolide les progrès, sinon ils seraient menacés par la dérive du front, par ceci, cela. Mais premièrement, assurément, Pierre Bérégovoy est un de ceux qui a gagné pour la gauche le label de la crédibilité des gouvernants. Il ne faut pas oublier qu'en 81, la gauche est depuis 23 ans au pouvoir et elle est victime de 23 ans d'opposition à la droite, et qu'elle est victime de cette espèce de critique d'incompétence. C'est à la fois sur le plan international, si elle vient au pouvoir, il y aura les chars russes à Paris, et si elle exerce le pouvoir économique, ça va être la débâcle, etc. Et Bérégovoy, c'est celui qui gagne les galons de crédibilité de la gauche. Ça restera, ça, dans l'histoire. Il est l'expression même de ça. Quant à 83, c'est difficile de porter un jugement. Beaucoup de gens ont dit ceci était pour, ceci était contre la sortie, etc. Certains changeant d'avis en cours de route. Je crois surtout que, moi, en regardant, j'ai étudié ça de près, y compris avec des universitaires, François Mitterrand était un homme qui était obsédé par sa liberté de choix. Et c'est vrai qu'autour de lui, tout le monde lui disait, à l'Élysée, la quasi-totalité, presque, à Matignon, Mauroy, à ministère, Delors, tout le monde lui disait, faut pas sortir. Et il y avait un côté, il n'y a pas d'alternative, pour prendre l'expression de Margaret Thatcher. Et ça, pour Mitterrand, c'était impossible. Pour Mitterrand, dire il n'y a pas d'alternative, c'est la négation de la politique. Et donc, Mitterrand s'était forcé de crédibiliser une autre solution. Donc il y avait un visiteur du soir qui s'appelait Jean Ribou, qui était le patron de Schlumberger, qui était un de ses amis, qui lui défendait la sortie du SME. Et Mitterrand a fait crédibiliser. Il a demandé à des ministres, comme Pierre Bérégovoy, à certains de ses collaborateurs, de regarder, de crédibiliser. À un moment, il dit, vous voyez, il a pu dire, ah ben vous voyez, j'ai le choix. Je suis libre de choisir. C'était une obsession pour lui du début à la fin de sa vie politique. Et là, la politique reprenait ses droits et il a fait son choix. C'est pour ça que c'est difficile de dire celui-là, il était pour, celui-là, il était contre. Je pense que Pierre a été de ceux qui a, ballotté avec Mitterrand, si je dirais, et hésité. Oui, un mot, Michel Cotin, ensuite on verra un extrait du film. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faisait pas partie tout à fait des visiteurs du soir, qui étaient quand même donc arrivés à 6 h du soir en disant à François Mitterrand, il faut sortir, voilà pourquoi il faut sortir, sinon... et puis il faut sortir et d'évaluer, sinon on va être... Enfin bon, lui, je crois qu'il a été très prudent. Il écoutait Mitterrand et il jouait à ce jeu, effectivement. Mais je pense qu'il n'a jamais fait partie des farouches qui voulaient sortir du système monétaire. Moyennant quoi, beaucoup ont hésité, parce qu'on voit qu'est-ce qui a donné le signal, finalement, à François Mitterrand. Qui a donné le signal? Je vous rappelle que c'est Laurent Fabius,
qui avait vu le gouverneur de la Banque de France, qui lui a dit « ça, c'est pas possible ». Et il est revenu vers Mitterrand, il lui a dit « voilà, ça, c'est pas possible ». Et Mitterrand a sauté sur l'occasion, et manifestement, son choix était fait depuis le départ, moi j'en suis convaincu. Il a effectivement ouvert le dialogue, et c'est bien, mais je pense que son choix personnel, et d'ailleurs toute la suite pour l'Europe le montre, c'était restons-y. Pierre Bérégovoy est nommé par François Mitterrand Premier ministre le 3 avril 1992. On va voir un extrait du documentaire. Il s'agit de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 8 avril 1992. Chômage, insécurité, corruption, voilà les trois fléaux qui démoralisent la société française. On soupçonne certains hommes publics de s'être enrichis personnellement de manière illégale. S'ils sont innocents, ils doivent être disculpés. S'ils sont coupables, ils doivent être châtiés. Dans tous les cas, la justice doit passer. Mais je voudrais être plus clair encore. J'entends vider l'abcès de la corruption. Mais je voudrais être plus clair encore, j'entends vider l'abcès de la corruption. Et alors fait suite à cet extrait, ce fameux moment où il brandit une note en disant « j'ai ici des noms ». En rapportant cela, évidemment, à ses propos sur la corruption. Michel Noblecourt, je vais vous faire demander un effort de mémoire. Ce fameux 8 avril 1992, est-ce que vous attendiez un discours aussi virulent de la part de Pierre Bérégovoy concernant la corruption? On l'attendait évidemment sur le terrain du chômage, c'était un problème majeur en France à l'époque, mais vous l'attendiez aussi fort, aussi virulent sur ce terrain de la corruption? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Honnêtement, je l'attendais effectivement sur le chômage. Je pense que le chômage, j'oubliais la formule de François Mitterrand qui disait on a tout essayé, quoi. Et on n'a pas réussi à réduire le chômage. Et Pierre Bérégovoy, il arrive au pouvoir à Matignon, donc qui est un peu ce qu'il cherchait à obtenir. Il aurait bien aimé que la gauche se passe de l'épisode Édith Cresson. Oui. Au pire moment, on a parlé, il y a une formule qu'on voit dans le film, on parle de le kamikaze. Effectivement, il sait que c'est foutu. Il sait que la gauche va perdre les élections qui arrivent. Donc, il est là pour 1 an. Il fait une sorte d'intérim, en fait, hein, avec le retour de la droite au pouvoir. Et donc, il est face à une équation impossible à résoudre. Il faut qu'il réussisse à faire baisser le chômage. Et donc, peut-être qu'il trouve un dérivatif quelque part en disant, comme le chômage, je ne vais pas y arriver, je vais mettre l'accent sur le combat contre la corruption. Donc, effectivement, c'est ce qui se dit c'est ce qu'on retiendra de son discours politique général, mais c'est un peu dommage. Et avant de vous donner la parole, Michel Cotta, Michel Noblecourt, cette fameuse note qu'il brandit, qu'on a revue dans ce documentaire. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'elle contient exactement, cette note? Je ne sais pas. Oui. Quelqu'un a la réponse? On a parlé d'une liste. Jean Glavany, vous ne savez pas? Non, je suis... Qui figure sur cette fameuse note? Je suis dans l'hémicycle à cette séance-là, parce que je rentre au gouvernement pour la première fois là, dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Je confirme assez ce que vient de dire Michel Noblecourt, parce que quand il m'appelle pour me dire tu vas rentrer au gouvernement et tout, je lui demande, mais on a une conversation assez longue. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu proposes? Et il est un peu fataliste. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans la situation? Limiter les dégâts, faire avancer 2-3 points. Il est très fataliste, donc il ne se fait pas beaucoup d'illusions sur sa capacité à changer l'ordre des choses. Et je suis dans l'hémicycle, au banc du gouvernement, et je vois, comme tout le monde, arriver cette liste. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de savoir, mais je ne saurais jamais, je n'ai jamais su. Est-ce que quelqu'un l'a jamais su? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Forcément, de deux choses une, où la page était blanche, mais ça se serait vu à l'Assemblée. Si la page avait... Elle n'est pas blanche d'ailleurs. Elle n'est pas blanche, il y a des choses dessus. Donc forcément, celui qui a rédigé la note, il doit savoir s'il y avait dessus. Mais on n'aura pas le fin mot. Bon. Moi, la corruption, Michel Cotta. J'étais dans la tribune de presse, bien sûr, à ce moment-là. Je me rappelle très très bien ce discours. Parce qu'on attendait tout. Moi, j'attendais tout de Bérégovoy. Sauf qu'il commence
par une agression avec cette Assemblée. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est qu'il a la majorité, là encore, à l'Assemblée, on voit bien. Et on n'entend que les hurlements de l'opposition, comme si l'opposition se croyait atteinte parce qu'on parlait de concussion et de prévarication. Donc c'était... à croire qu'elle se sentait visée, quoi. Oui, à croire qu'elle se sentait visée. Et moi, j'ai trouvé incroyable qu'il commence, alors que... C'était quelqu'un d'un caractère que les gens pensaient, ou que les gens croyaient d'une équanimité totale. Il était toujours souriant, on le voyait toujours souriant, même quand il était derrière François Mitterrand à son entrée en 81. Moi, je ne pensais pas qu'il commencerait par la bagarre. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il n'avait pas d'autre solution. La bagarre, mais sur ce terrain-là, précisément. Parce que quand on rentre sur ce terrain de la corruption, il faut être sûr de soi-même, être hors de cause. Mais ça prouve deux choses. Ça prouve qu'il ne se sentait pas, lui, qu'il ne sentait pas que le fameux emprunt à Patrice Pellat, qui était précédent, allait être considéré comme un manquement terrible à la déontologie et comme aussi une preuve de corruption. Ça, il ne le savait pas. Mais c'est le discours, non seulement qu'on n'attendait pas, mais qui a été assassin pour lui. Parce qu'il s'est retourné, évidemment, il a suffi le temps, et il a suffi d'un peu de temps pour que le discours se retourne contre lui. Donc, effectivement, il se sentait au fond si propre qu'il a attaqué sur un terrain, et évidemment, l'opposition et les boules puantes l'ont rattrapé sur ce terrain. Je vais dire une chose, ce qui m'a frappé, comme vient de le dire Michel Cotta, c'est que dans le discours de politique générale, ce passage crée une rupture dans le discours. C'est-à-dire au moment où il sort ça, il y a une réaction. Moi, je vois dans l'hémicycle, j'apprends ce jour-là qu'il y a à ce moment-là, il y a des ténors dans un hémicycle. Vous savez, il y a pas dans toutes les législatures, il y a 2 ou 3 parlementaires expérimentés de droite comme de gauche qui tiennent l'hémicycle. Ouais, dont Pierre Mazeaud à l'époque. Pierre Mazeaud qui a été mon maître de l'hémicycle. Ouais, président de la commission des lois à l'époque. Grand monsieur, grand républicain, grand parlementaire. Ouais. Et grand chahuteur. Oui, mais là, Pierre Mazeaud se lève, quoi, et dit... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Il le montre du doigt. Et je me souviens de cette scène. Et Pierre Mazeaud, dans tout son côté théâtral, avec une autorité naturelle formidable, et il dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. On veut les noms, on veut la liste. Vous n'avez pas le droit de... » Et à ce moment-là, et là, il peut quasiment plus parler, Pierre. Il ne peut quasiment plus parler. C'est un moment, un grand moment parlementaire. Il se passe des choses dans un hémicycle. C'est une pièce, c'est une scène de théâtre. Et il y a des maîtres. Après, sur la suite, je rejoins complètement Michel Cotta. À partir du moment où Pierre Bérégovoy, dans son discours politique général, met cet accent sur la lutte contre la corruption, le jour où cette affaire du prêt immobilier, qui est une affaire de, je dis pas de corne-cul, mais il n'y a pas de malhonnêteté, il n'a pas volé, encore moins d'argent public. Tout ça est assez bien décrit dans le film d'ailleurs. Ouais, il y a on lui a fait un prêt pour acheter un appartement. Ouais. Mais simplement, comme il a fait, l'opinion ne fait pas la nuance, certains médias encore moins, etc. Je dis certains, pas tous, mais font encore moins la nuance. Il est emporté par ça, il est piégé par ce discours. Décrivez-nous ce qu'ont été ces mois de campagne pour les législatives de 93, dans le contexte qu'on a revu dans ce documentaire, avec notamment cette affaire qui est intervenue, mise en épingle par le Canard enchaîné notamment. Décrivez-nous un tout petit peu ce qu'était l'atmosphère de cette campagne. On a le choix des expressions entre chemin de croix et descente aux enfers, si je puis dire. Mais il a tenu. Je veux dire, il a tenu. Il était dans une situation extrêmement difficile, face à des vents contraires, sachant très bien que de toute façon, c'était perdu, c'était fichu. Il n'avait rien espéré. Effectivement, comme disait Jean Glavany, peut-être éventuellement limiter les dégâts. Et ça n'a pas été le cas. De reste, les dégâts n'ont pas été limités. Les dégâts ont été considérables. Et donc, il s'est battu contre le dos, avec dans le dos, effectivement, une adversité considérable. Donc, mais il a tenu, il n'a pas dévié, il a défendu sa politique. Est-ce qu'il a été lâché par les siens? C'est ce que laisse entendre dans le documentaire, Paul Quillès dit à un moment que les fuites ont été organisées pour le Canard enchaîné. C'est souvent le cas, et en général, vraisemblablement et probablement par des... Oui, voilà. Et donc, le juge ne fait pas partie des siens. Oui, c'est ça. Alors après, est-ce que certains, dans son propre camp, ont voulu lui porter tort? Ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse, mais
C'est une possibilité. Là, on parle du juge Jean-Pierre qu'on voit oui. dans ce documentaire, qui avait été chargé dans un premier temps de l'affaire Urbain. Hein. Ça touchait là aussi le Parti socialiste. Et en plus, par hasard, qui arrive Parti sur le chèque d'1 million, et ça, le document le dit très bien, qui arrive sur le chèque d'1 million donné par Patrice Talon par hasard. Par hasard. Non, je trouve aussi que, alors ça peut-être, Jean Glavany a des éléments que moi je n'ai pas, mais de l'extérieur en tout cas, on voyait quand même Bérégovoy très attaqué par son camp, parce que il avait fait preuve d'une espèce d'impatience avec les premiers ministres qui l'avaient précédé, et notamment avec Édith Cresson, parce que c'était l'ennemi. Édith Cresson pense, et je crois qu'elle pense toujours, que sans Bérégovoy, elle n'aurait pas eu les problèmes qu'elle a eus. Donc il avait quand même déjà à l'intérieur chez les socialistes, où il y avait quand même pas mal de courants différents, et il avait déjà, il ne faisait pas le plein, quoi. Il ne faisait pas le plein. Il y avait déjà des gens qui disaient non, il est trop ambitieux, il a encensé Mitterrand pour être au point où il est. Il avait déjà des ennemis. Alors évidemment, dans ce cas-là, les ennemis ne montent pas en première ligne pour le défendre. On va écouter un deuxième extrait, si vous le voulez bien, du documentaire. C'est Laurent Fabius, au soir des résultats du second tour des législatives de 1993. Les Français ont voté. La gauche parlementaire subit une très sévère défaite. La droite domine à peu près tout. La nouvelle Assemblée nationale sera donc une chambre écrasante. Je ne crois pas que ce soit notre idéal qui a été sanctionné. Ce sont plutôt certaines de nos pratiques. En un mot, le cœur s'est éloigné. Sonné, Pierre Bérégovoy déclare à l'un de ses proches « Nous ne nous en remettrons pas ». Laurent Fabius, qui était le premier secrétaire du Parti socialiste à ce moment précis de son intervention. Bon, est-ce que Pierre Bérégovoy a pris pour lui cette défaite Oh que oui, que oui. Moi, j'ai vécu cette campagne comme candidat, comme membre du gouvernement et comme candidat. Je me souviens de certains conseils de vieux responsables socialistes qui me disent surtout ne dis pas que tu es membre du gouvernement. C'était une campagne sans doute la plus dure que j'ai eu à faire de toute ma vie. On sentait une agressivité quand on faisait du porte-à-porte. On nous mettait le sang contaminé dans la gueule, on mettait le prêtre derrière, on nous claquait les porte-nez. J'ai fait des centaines, des milliers d'appartements porte-à-porte dans une violence d'affrontement. C'était formidablement difficile. Et dans cette campagne, Pierre Bérégovoy a commencé sa dépression. Moi, j'appelle ça par le nom que j'ai vécu. Et il tous les soirs, et puis tous les matins, il arrivait à Matignon, et puis on lui remontait, si j'ose dire, on remontait la machine, on lui donnait l'emploi du temps de la journée, puis un Premier ministre a un emploi du temps surdimensionné, suroccupé, etc. Et par automatisme, il repartait. Mais après la défaite, je vous ai dit tout à l'heure au début de l'émission, j'étais à l'Assemblée avec lui, député. Vous faites partie des très rares députés socialistes qui ont été réélus. Non, j'étais élu pour la première fois, moi. Oui, vous pour la première fois et lui réélu. Autant pour moi. Lui était réélu, ce qui est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe, absolument. Et moi, je suis élu pour la première fois dans la débat des socialistes. J'avais été battu dans le succès de 88. C'est mon paradoxe à moi. Qu'est-ce qu'il vous dit alors, peu de temps après cette défaite? Il est dans une dépression profonde. J'ai eu pendant plusieurs semaines, entre la défaite et puis son suicide, c'est le 1er mai, ça a duré un mois et demi. Quelques semaines, oui. Quelques semaines où je le voyais tous les jours, mais dans une dépression profonde, faisant des allers-retours dans le couloir, rentrant dans mon bureau en disant, mais alors, il m'appelait Coco. Mais Coco, on a tout raté alors? Mais je lui dis, mais Pierre, arrête, reprends-toi. Mais alors, c'est à cause de moi tout ça, c'est à cause de... Oui, il prenait tout sur lui, sa dépression était terrible, il était parti dans un tunnel où il n'entendait plus rien. J'ai vécu ça comme très douloureusement, parce que j'avais beaucoup d'affection pour lui, au sens, toutes les années qu'on avait passées ensemble, presque 15 ans, au Parti socialiste, à l'Élysée, au gouvernement. Et je voyais cet homme profondément dépressif. Et donc, oui, évidemment qu'il prenait la défaite pour lui. Tout ça, c'est de ma faute. Moi, combien de fois m'a-t-il dit ça? Et c'est tout simplement un homme très profondément dépressif, pour reprendre cette expression, qui met fin à ses jours 2 mois après. Oui, mais ce qui est formidable, c'est que lui, il a été réélu. Il aurait pu au moins en avoir un bonheur. Oui. Eh bien non, pas du tout. C'est la défaite globale qui lui a fait oublier
après tout, sa victoire personnelle. Donc ça prouve vraiment qu'il était déjà impressionné. Et surtout, moi, ce qui m'avait quand même surpris à ce moment-là, parce que je connaissais très bien Gérard Carrérou, qui est donc qui était un très bon ami, très proche de Bérégovoy, et qu'on voit dans ce documentaire. C'est que il reprochait, qu'il faisait le reproche, et c'était ce que ses amis, il reprochait vraiment à François Mitterrand de ne pas l'avoir entouré. Enfin, il faut dire que François Mitterrand, il en avait vu dans sa vie des défaites. Hein. Il avait vu Fabius pendant des années crucifié sur le sang contaminé. Et au fond, celui qui était le plus à plaindre, c'est quelque part celui qui avait aussi à digérer la défaite, c'était François Mitterrand. Donc que François Mitterrand n'aille pas immédiatement, ne réponde pas immédiatement, ne se porte pas au chevet de son Premier ministre, il y a quelque chose d'assez naturel là-dessus. Eh bien ça, il ne le supportait pas et ça l'obsédait. Il disait, et en plus, et en réalité, François Mitterrand avait pris rendez-vous avec lui. Il avait eu sa femme, il n'avait pas pu le joindre lui. Et il avait pris rendez-vous pour après. Pour un déjeuner. Deux jours après le mardi son suicide. Voilà. Charras a raconté ça parce que vraiment la thèse de Gérard Carrérou nous a beaucoup marqué parce qu'on s'est retourné vers François Mitterrand en disant c'est comme Charras qui a vécu ça de très près, a remis les choses au point. Il n'a pas laissé du tout tomber, il n'a pas du tout laissé tomber. D'ailleurs, mais on ne pouvait rien faire pour lui, ni Mitterrand ni personne. Quand un être est dans cet état de dépression aussi profonde, il faut dire qu'attendre si longtemps pour être Premier ministre. Et être battu comme ça, c'est vrai qu'il valait mieux qu'il n'ait jamais été nommé. Il n'aurait jamais été nommé, d'ailleurs, il n'aurait pas eu ce coup de mou épouvantable. 3 jours après son suicide, François Mitterrand prononce un discours, bien sûr, à l'occasion de ses obsèques, avec cette fameuse phrase « Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. » On l'a livré aux chiens, Pierre Bérégovoy, d'une certaine manière. Dans le contexte que nous avons décrit ensemble. D'une certaine manière, oui, on l'a livré aux chiens. Les mots de François Mitterrand étaient très forts. C'est un discours magnifique qu'il a fait pour les obsèques de Pierre Bérégovoy, avec des paroles très fortes, effectivement. On l'a livré, c'était une espèce de sacrifice, quoi. Voilà, on a sacrifié Pierre Bérégovoy, et c'était effectivement la cible numéro 1. C'était devenu l'homme sur lequel tout le monde tapait, pour une histoire qui était complètement... je dirais, dans laquelle il n'aurait pas dû presque se mettre, ridicule, quand même. Mais ce qui était ridicule. Dans lequel, non, c'était ridicule. C'était ridicule. Il n'avait rien fait d'illégal, il n'avait rien fait de mal, il avait fait, voilà. Donc il n'y avait pas de quoi le mettre en cause à ce point. Sauf que c'est un prêt non remboursé qu'on sait maintenant, mais on le sait peut-être avec l'histoire qui a suivi, où tout le monde a été mis en accusation pour tel ou tel point. Mais c'est vrai qu'il n'aurait pas dû le faire, voilà. Il n'aurait pas dû le faire. Et il a eu un prêt sans le rembourser. Et en fait, tout a commencé quand même aussi sur... oui, je l'ai remboursé, il l'a remboursé en disant un chèque de 500 000 euros qu'on n'a pas, de 500 000 francs qu'on n'a pas trouvé, et des objets d'art qu'on n'a jamais pu identifier. Voilà, il y a quand même ça ne justifiait pas l'Alali dont il a été victime. Oui, et ça ne justifiait surtout pas son suicide, on est d'accord. Pas son suicide. Et ben, ça sera... Oui. D'ailleurs, c'est vraiment le mot de la fin, Jean Glavany. Les crapules ne se suicident pas. J'aime cette formule. Surtout pour 1 million. Ouais. On restera sur cette formule, Jean Glavany. Vraiment un grand merci à vous trois d'avoir rendu cet hommage finalement à Pierre Bérégovoy après ce documentaire qui nous a retracé ce qu'a été son parcours tragique. S'il en est, vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui m'ont aidé à préparer comme à l'accoutumée cette émission. Prochain rendez-vous avec DébatDoc, ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.